Je me suis relevé, je me suis touché, j'ai dit j'ai pas de bac, j'ai rien, puis là les gars étaient au sol, en sang. Et c'est après que la peur arrive, c'est quand on y repense. Sur le coup, on se dit voilà, on va y passer. Et donc j'y suis retourné le lendemain, et autant vous dire que non seulement ça n'a pas affaibli mon engagement, mais je pense que quelque part, aujourd'hui, ça l'a encore plus renforcé. Bonjour Charles, avant de commencer cet entretien, je voudrais un peu présenter pourquoi cette vidéo existe. En fait, donc moi je m'appelle Bertrand Constant, pour ceux qui vont nous regarder, je pense que ça peut les intéresser de savoir qui je suis et pourquoi je fais cette vidéo. Donc j'habite Rennes, je suis acteur, réalisateur aussi, j'habite Rennes depuis 5-6 ans et bon, je ne vous connaissais pas quand je suis arrivé à Rennes. Mais je vous ai découvert comme candidat à la mairie de Rennes, bien entendu, et je me suis dit, j'aimerais bien connaître davantage ce monsieur. Donc je vous ai proposé, et je vous remercie d'avoir accepté, je vous ai proposé une vidéo, de faire une vidéo, un entretien. Je pense que d'autres Rennais sont intéressés par cette vidéo, parce que c'est difficile de savoir vraiment ce que pense et qui est vraiment un candidat. Et donc moi je suis très heureux que vous ayez accepté, et merci. Voilà. Et si vous voulez bien, on va commencer tout de suite cet entretien. Commençons. Je voudrais vous parler déjà un peu de vous, je voudrais savoir un peu qui vous êtes. Donc, est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez ? Voilà. Quand est-ce que vous êtes arrivé à Rennes ? Merci Bertrand, je vais vous répondre d'où je viens. Je vais peut-être commencer par ceux qui étaient avant moi, d'où viennent mes parents et comment on est arrivé à Rennes. Alors déjà, moi, ma maman, elle est arrivée d'Espagne dans les années 50. Voilà, j'ai une maman qui était enseignante à Rennes, et puis un papa qui est arrivé de Normandie aussi à Rennes. Et moi, je suis arrivé à Rennes jeune adolescent. Voilà, j'ai choisi Rennes par 3 fois. C'est-à-dire que la première fois que je suis arrivé à Rennes, c'est avec mes parents. C'était en 4e. Voilà, on venait du Havre. Et puis ensuite, je suis resté à Rennes étudiant. Voilà, là où tous les copains partaient un peu à droite à gauche. Moi, j'aimais tellement cette ville que j'ai voulu y rester. Je suis rennais par ma famille parce que j'ai décidé, après une première expérience pro, de rester à Rennes et d'y fonder ma famille. Alors, qui je suis ? J'ai 52 ans, voilà, ouais. Je suis papa de 4 enfants, je suis marié et aujourd'hui, je suis rennais depuis maintenant 40 ans. Très bien. Alors, est-ce que vous avez encore des liens avec l'Espagne ? Ça, c'est intéressant de savoir si vous êtes toujours lié à ce pays d'origine, un peu pour vous. Ah oui, alors tout à fait. Depuis ça fait 50 ans que je vais en Espagne tous les ans, un peu comme tous les gens qui ont une double culture. Voilà, on profite généralement des grandes vacances. On est quelques centaines de milliers en France comme ça. Et puis, dès qu'on a l'occasion, on retourne voir la famille, on retourne au village. Parce que moi, c'est un tout petit village d'Espagne dans la région de Salamanque qui est un peu perdu dans la nature, au pied des montagnes. Mmh. Et voilà, effectivement, j'ai gardé une attache proche. Et puis, j'ai la moitié de ma famille, la moitié de ma famille qui est espagnole. Donc voilà, les attaches sont très fortes. Vous êtes candidat depuis quelque temps, donc vous avez déjà fait une campagne. Là, c'est votre 2e campagne. Mais avant ça, vous n'étiez pas candidat et vous n'étiez pas dans la politique, je crois. Donc, qu'est-ce que vous faisiez après vos études ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai commencé après les études, qui ont été très, très courtes, puisque j'ai commencé à travailler à Rennes à 21 ans. Voilà, j'ai commencé ma vie professionnelle en 94 à Rennes, comme chauffeur-livreur dans une toute petite entreprise familiale, puisqu'on était 4. C'était votre entreprise familiale ? C'était l'entreprise familiale qu'avait fondée mon papa avec un ami à lui. Ouais. Et voilà, j'étais le 4e salarié, et ça commençait, et ils avaient besoin d'un chauffeur-livreur pour livrer des documents à des avocats, à des cliniques, à des professions libérales. Donc moi, j'ai commencé en fait ma carrière pro chauffeur-livreur, et un petit peu avant, parce que j'ai même commencé à travailler en bar à Rennes pendant mes études. Et notamment, j'avais fait l'ouverture d'un lieu qui est bien connu aujourd'hui des Rennaises et des Rennais, qui s'appelle le Pénilène, et qui à l'époque s'appelait le Basique Café. Et j'avais fait notamment l'ouverture de quelques bars, je travaillais dans les bars le week-end. Donc voilà, et j'étais déjà bien dans cette vie rennaise. Donc vous connaissez bien ce que vivent les étudiants chaque jeudi soir à Rennes. Je connais des 2 côtés du bar. Alors après donc ce début dans cette entreprise familiale, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que vous avez eu un restaurant à un moment donné. Enfin, avant le restaurant, vous avez peut-être fait d'autres choses. Alors j'ai travaillé dans l'entreprise familiale qui a grandi, parce que comme je vous le disais, quand je suis arrivé, moi en juin 94, on était 4. Et puis 20 ans plus tard, on était une petite centaine et on était un peu partout dans le Grand Ouest. De Paris jusqu'à La Roche-sur-Yon.
Et cette aventure, elle s'est arrêtée à un moment, voilà, les vies des entreprises. Et puis, alors, quand je dis les vies des entreprises, elle a été rachetée par une plus grosse société, en fait. Je travaillais avec cette grosse société internationale. Et puis, ensuite, j'étais loin de Rennes, physiquement à Rennes, mais j'étais loin de Rennes. Et j'ai voulu, encore un choix, j'ai voulu revenir à Rennes. Rennes me manquait. Et je cherchais l'entreprise à reprendre. Donc, j'ai repris un restaurant Place des Lys. Et je me suis retrouvé, alors que j'étais pas destiné à ça, je me suis retrouvé restaurateur en 2012 à Rennes. Et ça vous a fait peur de ce nouveau métier, cette nouvelle ambiance? Alors je partais de rien, je partais de zéro, et c'était la peur, non, mais quand on est un peu entrepreneurial, on aime les défis. Donc on sait qu'on se lance dans un challenge important. Il y avait quand même beaucoup de monde parce qu'il y avait 20 salariés, donc on a une responsabilité aussi quand même. Et puis j'ai été très bien accompagné, j'ai reçu des bons conseils par notamment un grand chef. Et puis j'avais aussi, et ça m'a toujours assuré, j'avais dans mon restaurant un chef extraordinaire, Stéphane Lefebvre, et qui lui m'a mis le pied à l'étrier avec bienveillance, avec patience. Il a été très patient avec moi. Ça s'appelait Le Carré. On a une aventure au Carré qui était incroyable. Le Carré, c'est quoi? C'est le Carré rennais? Ça c'est le. Il y a une petite confusion, mais on va en parler tout de suite parce que ça arrive après, si vous voulez. Le Carré, c'était le nom du restaurant. Ah oui. Et il s'avère que alors, pour arriver au Carré rennais, le Carré, c'était le restaurant. Et tout de suite, quand je suis arrivé dans la Place des Lys, je me suis présenté aux autres commerçants qui étaient là. Voilà, j'ai été éduqué comme ça. Et très vite, on a sympathisé. Très vite, je me suis investi. Je suis rentré dans une association de commerçants qui est bien connue des Rennais, plutôt du centre-ville d'ailleurs, qui s'appelle le Carré rennais. Et puis, de fil en aiguille, entre être adhérent, puis finalement administrateur, et on m'a proposé la vice-présidence. Et puis, à la fin de ce parcours associatif et bénévole, j'ai été effectivement président de l'association Le Carré rennais, tout en ayant le restaurant Le Carré, effectivement. Je crois que vous avez des passions aussi à côté, avant d'aborder votre programme, hein, mais vous avez quelques passions, ou en tout cas des choses qui vous plaisent, qui vous motivent énormément en dehors de la vie professionnelle? Alors, j'ai deux grosses passions. Ouais. J'ai plein d'activités, hein, mais j'ai deux grosses passions qui sont finalement des passions qui sont rattachées à Rennes. La première, c'est la musique. Et moi, à l'époque, j'avais un copain qui jouait dans un groupe qui reprenait des reprises des Ramones, pour ceux qui connaissent. Et forcément, c'était ça la vie rennaise dans les années 90. On allait dans les bars et on allait écouter les copains qui jouaient dans les bars. Donc la musique, ça m'a toujours... c'est vraiment une passion. Et c'est le premier concert que je fais. Et là, je dois monter à Paris. Le premier grand concert, en dehors des copains. Et c'est Dire Straits et U2, les deux premiers concerts. Ouais. Et là, je prends une claque incroyable. Et je me suis dit... C'est ça que je veux aller voir. C'est des gars sur scène. Donc la musique et la deuxième passion alors. L'autre passion, c'est la bande dessinée. Ah oui. Voilà. Là aussi, c'est. On n'est pas loin d'Angoulême ici. C'est alors pas mal. et puis on est surtout pas loin de Saint-Malo, le deuxième grand festival de BD qui a encore quelques temps. Enfin, j'y étais encore cette année, mais j'essaye de pas louper le festival qui débute à Saint-Malo. Mais Saint-Malo, c'est juste à côté de Rennes. Et la BD, là aussi, c'est issu d'une petite bibliothèque que j'avais pas loin de la place Saint-Germain à l'époque, où j'allais emprunter des BD. Ah oui. Et puis Rennes, c'est aussi un terreau de BD. Il y a beaucoup de il y a des auteurs rennais. Il y a des auteurs rennais ou proches à Rennes. Et il y en a deux d'ailleurs qui ont travaillé ensemble et je suis fan de leur travail. C'est un scénariste qui s'appelle Serge Le Tendre, qui est un scénariste incroyable, qui a écrit La quête de l'oiseau du temps, je suis plus connu, mais plein d'autres choses. Et puis un dessinateur au moins aussi incroyable, qui est Loisel, aussi. Loisel, il est de Rennes. Il est à côté, pas loin. Il est dans le pays rennais, on va dire. Donc ça fait partie de ces. Mais il y en a plein d'autres en Bretagne. Et la Bretagne, c'est une terre de BD, Rennes, c'est une terre de bande dessinée. Donc c'est deux passions. Dès que je peux, je lis une bonne BD, et puis je vais soit écouter un bon disque, soit aller voir un bon concert. Le dernier en date, c'était le concert extraordinaire des Silencers aux Libertés, qui était un moment de live génial. Alors je vais revenir un petit peu sur votre candidature. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on voit bien que là, vous n'avez pas fait de la politique toute votre vie. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous aviez un restaurant et vous vous retrouvez à vous lancer
candidat à la mairie de Rennes. C'est un parcours non calculé. Effectivement, je me suis engagé en politique à 47 ans. Donc voilà, j'ai fait pendant 47 ans autre chose. Et je m'engage donc au Carré Rennais, l'association des commerçants, et je deviens l'interlocuteur de la mairie sur toutes les questions du commerce du cœur de ville. Et en même temps, je suis entrepreneur avec mon restaurant de 20 salariés, donc, et je suis rennais parce que j'habite aussi à Rennes. Et ces trois fonctions croisées fait qu'à un moment donné, pour faire court, j'ai fait le constat qu'il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne dans les décisions qui sont prises. Je vois que les décisions qui sont prises vont pas dans le bon sens, prennent pas le bon cap. Donc je collabore avec la mairie, je propose des choses, je m'aperçois qu'on me dit non, c'est pas possible, on va faire autrement, ah non, on peut pas faire ça à Rennes on fait pas ça, on fait autrement. Et je m'aperçois que ça va pas dans le sens d'un dynamisme économique, par exemple, si on parle que de l'entreprise. Et puis il y a de la discussion quand même. Alors il y a de la discussion, il y a toujours la discussion. Moi je suis plutôt un homme de dialogue, donc je discute, on essaie de convaincre, et puis finalement, avec un épisode assez douloureux de manifestation dans Rennes, je me mets à rencontrer d'autres, des homologues, d'autres responsables d'associations de commerçants. Et puis je m'aperçois que dans d'autres villes qui sont plus ouvertes, il se passe. On fait autrement. Le fonctionnement est différent. Je m'aperçois qu'il y a un autre possible. Et là, je défends cet autre possible. Et je me heurte à un mur. Et sur un énième refus, je me dis, mais en fait, soit je vais subir. Voilà, on va continuer à dégrader la situation. Soit à un moment donné, je m'engage autrement qu'associativement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre une équipe en 2019 pour leur dire, voilà, moi je me mets à votre service, j'ai ces compétences économiques, de sécurité, de commerce, de cœur de ville aussi. Et je me mets au service d'un collectif et prenez-moi avec vous. Mais quand vous êtes engagé, vous n'étiez pas candidat, vous étiez dans un mouvement politique ou un mouvement... Du tout. J'étais ni encarté, ni mouvement politique. J'ai juste téléphoné à un maire d'une autre commune qui s'appelait Pierre Breteau, commune de Saint-Grégoire, qui travaillait avec l'opposant de l'époque, Bertrand Plouvier. Et je leur ai dit, voilà, moi je me mets dans... Enfin, si vous voulez bien de moi, de mes compétences, je me mets dans votre collectif. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, de rencontres, de rendez-vous, Bertrand partait, et un jour, ils m'ont proposé à plusieurs d'être tête de liste, en disant, t'es pas encarté, tu peux rassembler tout le monde. Et effectivement, on rassemblait un peu du centre-gauche, mais plus du centre jusqu'à la droite républicaine. Et ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu voudrais bien... prendre la tête de ce moment de rassemblement. D'accord. Là, vous avez eu peur ? Vous avez eu peur ou pas ? Non, j'ai rigolé. Et je me souviendrai toujours, quand on m'a proposé ça, j'ai souri, parce que pour moi, il fallait être encarté, il fallait avoir fait une carrière, il fallait avoir fait Sciences Po, et puis au final, pas du tout. J'ai réfléchi, j'ai discerné tout l'été, et puis quand je parlais avec ma famille aussi, parce que c'est un engagement qui n'est pas neutre, qui nécessite beaucoup de sacrifices, à ce moment-là, je prends mes responsabilités et je joue le rôle de capitaine de l'équipe. Super. Bon, très bien. C'est comme ça que vous êtes devenu candidat. Et c'est comme ça que je me suis trouvé candidat en 2020. Et alors là, avant de vous questionner quand même sur votre programme, parce que c'est bien d'être candidat, mais il faut quand même avoir un programme et savoir l'expliquer. Qu'est-ce que vous souhaitez globalement pour Rennes ? Comment vous avancez en tant que futur maire, en tant que candidat ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette ville, en fait ? Je viens du monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, quand on travaille un peu sur ce qu'on veut pour une entreprise, on travaille d'abord la vision. C'est qu'est-ce qu'on va dire de notre entreprise dans 20 ans, ou dans 15 ans. C'est de dire qu'est-ce qu'on va dire de Rennes, si je suis maire, qu'est-ce qu'on dira de la ville de Rennes à horizon 20 ans, 15 ans, 20 ans. Eh bien, le cap que je propose à la ville, la vision que je propose à la ville, c'est que dans 20 ans, on dise de Rennes, c'est une ville optimiste et ambitieuse. Et ça, en fait, c'est le cap clair que je propose aux Rennaises et aux Rennais. Et en fait, de là, tout découle. C'est-à-dire que de cette ambition, de cet optimisme, de cette vision, tout le reste décline en disant est-ce que ce qu'on propose est au service de la vision. Donc vous voulez que les Rennais se sentent ambitieux et optimistes aussi. Et optimistes aussi. Ambitieux et optimistes à la fois. Et c'est aussi pour répondre alors aux Rennais qui auraient de l'ambition et qui sont un peu bridés dans leur ambition, peut-être. Qui sont bridés dans leur ambition, qui partent exploiter cette ambition. L'ambition, c'est pas un gros mot. L'ambition, c'est ce qui nous permet de réaliser de grandes choses ensemble. Et moi, j'en fais une valeur, clairement, une valeur de vision. Et puis l'optimisme, parce que il faut que ça soit positif, il faut que ça fasse envie. Encore une fois, ma seule exigence en tant que maire, ça peut paraître très naïf, mais c'est juste d'augmenter le niveau de bonheur des gens.
Enfin, et je pense que ça devrait être normalement l'engagement de tous les gens qui sont en politique. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que moi, je sais pas, je vous pose des questions, mais peut-être que vous voulez me dire autre chose sur vous. Vous avez quelque chose de... Sur moi, c'est-à-dire que je me sens toujours ce René de 2019 en fait. C'est-à-dire ce citoyen qui s'engage pour sa ville, toujours dans l'objectif de la ville. Hein. Mon engagement, il est purement municipal. Je sais que parfois, on veut me faire parler sur du national, de l'international. Moi, je trouve que chacun doit rester à sa place. Et moi, ma place, elle est à Rennes. Ouais. Alors, je peux parler de la Bretagne, forcément, mais ma place, elle est à Rennes. Et cet engagement, il est vraiment municipal à l'échelle de la ville, la métropole, la Bretagne. Mais voilà, mon niveau d'engagement politique, il est là. Merci Charles pour ces détails sur vous. C'est très sympa de vous présenter comme ça, de nous dire un peu qui vous êtes. Avant d'attaquer votre programme, j'aimerais quand même revenir sur un épisode que vous avez vécu il n'y a pas longtemps et j'aimerais que vous nous le racontiez. Et peut-être que j'aurai des questions à vous poser. C'est cette fusillade dans laquelle vous avez été pris. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le contexte? Pourquoi vous étiez là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors j'étais là parce que depuis que je suis élu, j'ai une méthode de travail qui est d'aller sur le terrain toutes les semaines. Donc toutes les semaines, pendant 6 ans, j'ai sillonné la ville, quartier par quartier, place par place, où au moins une fois par semaine, je vais me présenter aux commerçants qui sont là, et puis après j'arrête les gens dans la rue, je discute avec eux et je leur fais parler de leur quartier. Je me nourris en fait de ce qu'ils font, parce que mon idée, c'est que les meilleures décisions, elles se prennent pas dans les bureaux, elles se prennent sur le terrain, et c'est souvent les gens qui sont les mieux placés pour parler de leur quartier. Et puis souvent, je donne des rendez-vous du coup dans les quartiers. Et effectivement, ce jeudi 17 avril 2025, j'ai donné un rendez-vous avec un autre élu, Nicolas Boucher. On a donné un rendez-vous avec quelqu'un à Villejean. Comme ça, voilà, j'étais dans un quartier et puis on est rentré dans un restaurant, une sandwicherie, pour prendre un café et parler, comme je le fais beaucoup. J'aime bien donner... je suis rennais, hein, j'aime bien donner rendez-vous dans les bars. Voilà, on prend un café, on discute. Et puis on était là, aux alentours de 16h30, tranquillement en train de prendre un café et discuter. Et puis j'ai vu au travers de la vitre, 4 gars arriver, et j'ai reconnu une arme longue que moi j'ai estimé être une type Kalachnikov et une arme de poing. Et ils sont arrivés vers nous. Ils sont rentrés dans la... Alors, en fait, juste avant eux, il y a 3 gars qui se sont réfugiés dans le restaurant, qui avaient l'air paniqués. Donc en fait, ça m'a mis en alerte. Il y avait un truc pas normal, puis j'ai entendu... des trucs qui reste là, bouge pas, ils arrivent, reste là, sors pas. Enfin, ils avaient l'air paniqués. Puis, en fait, moi, j'étais assis entre la porte et là où ils étaient eux. Mais j'étais vraiment devant la porte, en fait. Et c'est pour ça que j'étais un peu en alerte et je regardais un peu autour en disant, bon, les gars ont fait des bêtises. Il y a un gars qui cherche pour leur casser la figure. Sauf qu'en fait, c'est pas casser la figure. On a vu des gars arriver lourdement armés. Et puis, en fait, le temps que je réalise qu'ils venaient vers nous, en fait, ils étaient à la porte. Et le type a levé son fusil d'assaut. Donc là, panique. Et il y a un gars qui a voulu sortir. Et lui a pris devant moi, et j'étais toujours assis, il a pris une balle dans le ventre. Et le gars s'est mis à tirer, en fait. Il s'est mis à tirer. Le gars qui a voulu sortir, c'était un de ceux qui étaient pourchassés. Voilà, exactement. Il a voulu sortir, il a pris une balle dans le ventre. Ce qui m'a laissé le temps, moi, de me jeter au sol. Main sur la tête. Hein. Ça, c'est l'instinct de survie, pour le coup. Et puis, ils ont continué à tirer dans la direction où on était nous. Et les 2 gars derrière moi, en fait, ont pris des balles dans les jambes. Et puis, voilà, on a attendu, on a entendu crier, on a entendu des gars qui ont pris des balles crier. Et puis on a pu entendre tirer. Et puis, on s'est relevé et les types étaient partis tirer sur nous. Donc, les blessés, c'est que ceux qui se réfugiaient, que ceux qui étaient se réfugiaient, entre guillemets... en fait. Ceux qui visaient... Il n'y a pas eu d'autres blessés. Mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés physiques. Ouais, tout à fait. Donc j'ai eu taux de blessés physiques parce que je suis resté en contact avec certaines personnes qui étaient là. Et je pense notamment à une personne qui, aujourd'hui, est psychologiquement assez atteinte. On parle souvent des blessés physiques, mais jamais des blessés psychologiques. Mais justement, vous avez été accompagné après ça, non? C'est traumatisant quand même. J'ai été accompagné, on me l'a conseillé tout de suite, hein, les policiers qui sont intervenus un petit peu après, d'ailleurs, de manière tout à fait sympathique, m'ont dit, monsieur, faut aller voir... faut vite aller consulter parce que ce que vous avez vécu, beaucoup de policiers ne l'ont jamais vécu, c'est-à-dire se faire tirer dessus. Heureusement d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'était pas anodin. Donc moi j'ai été accompagné pour évacuer. Ceux qui étaient avec vous aussi. Oui, ceux qui étaient avec moi aussi.
Ouais, pour évacuer un peu ça. Parce que j'étais pas en fait au mauvais endroit au mauvais moment. J'étais juste dans un quartier de Rennes, comme d'autres dans ce restaurant, hein, comme d'autres habitants. Voilà, je vis la vie des habitants et voilà. Malheureusement aujourd'hui à Rennes, on peut à 16h30 en prenant un café se retrouver dans une fusillade à la Kalachnikov, quoi. Ouais. Aujourd'hui c'est du passé, enfin c'est encore présent, mais aujourd'hui c'est présent parce que tout de suite après j'aurais pu arrêter. Le vendredi matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit soit je retourne à Abidjan, là, tout de suite, soit j'arrête tout. Parce que je ne me suis pas engagé. Enfin, j'ai une femme. Vous avez eu peur de mourir? Ah oui, je me suis dit, au sol, je me suis dit, c'est fini. Et c'est marrant parce qu'on dit souvent qu'on voit sa vie défiler. Moi, j'ai rien vu défiler du tout. Mais j'avais les mains sur la tête. Je me souviens, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit au psy. Je me souviens, je voulais m'enfoncer dans le sol. Pour me dire, je suis trop gros, faut que je m'efface, quoi. Disparaisse. Faut que je disparaisse. Et puis, quand ça a continué à tirer, je me suis dit, ça va s'arrêter sur le carrelage d'un restaurant. Mais serein, on n'est pas dans la panique. La panique, la peur, elle arrive après. On se relève. Moi, j'ai vécu la scène, pour ceux qui connaissent, de Pulp Fiction. C'est-à-dire, je me suis relevé, je me suis touché, j'ai dit, j'ai pas de bague, j'ai rien. Puis là, les gars étaient au sol, en sang. Et puis, avec mon collègue, on les a relevés, on les a cachés. On avait peur que les gars viennent finir le boulot. Hein. Mm-hmm. Et c'est après que la peur arrive. Mm-hmm. C'est quand on y repense. Sur le coup, on se dit, voilà, on va y passer. C'est ce que les psys appellent l'expérience de la mort imminente. Donc voilà, il faut passer vite à autre chose. Parce que ouais. Et donc, j'y suis retourné le lendemain. Et autant vous dire que non seulement ça n'a pas affaibli mon engagement, mais je pense que quelque part, aujourd'hui, ça l'a encore plus renforcé. Alors moi j'ai acheté votre bouquin, enfin je l'ai lu en tout cas, et je me suis aperçu que c'était pas, c'est pour ça que je voulais faire cette interview, c'était pas un livre sur votre programme, c'était un livre sur votre idée de ce que peut être un maire, comment vous voulez être maire, par rapport aux citoyens, par rapport à vos actions, et donc il n'y a pas le programme, c'est très intéressant mais c'est pas le programme. Et c'est pour ça que je voulais faire cette interview avec vous. Concrètement, cette vision optimiste et ambitieuse pour Rennes, elle se traduit par quoi? 3 verbes. Protéger, respirer et relancer. Voilà. C'est les trois axes qui déclinent la vision d'optimisme et d'ambition. D'accord. Donc, on va s'arrêter sur protéger, pour commencer, si ça ne vous dérange pas. Et qu'est-ce que vous allez faire, vos premières mesures dans les 100 premiers jours, dans les 150 premiers jours, quelles vont être vos premières mesures au niveau de la protection? Sur la protection des personnes, les premières mesures, ça va être de remettre Rennes au niveau des autres villes. Je vais vous donner un chiffre, Bertrand, vous allez comprendre. La plupart des villes qui ne sont pas des villes sécuritaires, elles ont un policier municipal pour 1000 habitants. 1 pour 1000. À Rennes, on a un policier municipal pour 2000 habitants. Et ça, tout le monde, quand on donne ce chiffre, tout le monde peut comprendre pourquoi en fait la violence a monté à Rennes, pourquoi l'insécurité est montée à Rennes, parce que déjà, on est en sous-effectif. Donc, dans les 100 premiers jours, c'est remonté déjà à un niveau qui est le niveau des villes normales. Parce que dans d'autres villes, on sait qu'un policier pour 1000 habitants, ça fait baisser le niveau de violence. C'est un ratio qui permet d'avoir de la police municipale sur le terrain, d'avoir des policiers municipaux qui restent, qui ne passent pas. Ça permet d'avoir une brigade de nuit, là où aujourd'hui, nous, les policiers... Il n'y a pas de brigade de nuit aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de brigade de nuit à Rennes. À quelle heure s'arrête la police municipale? Le week-end, ça s'arrête à 2h. 2h du matin? Voilà. Après, c'est en fonction, parce qu'il y a des quartiers... Pourquoi j'ai hésité à vous répondre? Parce qu'en fait, il y a des quartiers où la police municipale ne va pas après 20h. C'est trop dangereux, ils ne sont pas armés. Oui. Les envoyer dans certains quartiers, c'est prendre le risque d'avoir un policier municipal qui se retrouve en très grande difficulté, en danger, tout à fait. Ouais. Donc, sur les 100 premiers jours, parce que dans la protection, il y a plusieurs volets en protection, mais je vais prendre le premier déjà, la protection des personnes, la sécurité. Pourquoi je le mets en avant? Pourquoi j'ai mis le verbe protéger d'abord? Parce que c'est la première des libertés. Et ce qui est très important à comprendre dans l'idée de la vision, c'est que la sécurité, c'est ce qui nous permet de tout faire. Si vous êtes en sécurité, vous êtes une personne âgée, vous pouvez aller à n'importe quand chez le médecin. Aujourd'hui, il y a des gens que j'ai rencontrés qui me disent « Ben non, moi je vais chez le médecin que le matin parce que l'après-midi, il y a des dealers sur les places. » C'est la possibilité à des femmes de sortir en ville le soir.
ou dans leur quartier le soir. Aujourd'hui, où elles restent parce qu'elles se disent, bah oui, mais moi, j'ai pas envie de croiser. Et je vais même aller plus loin. La sécurité, c'est le moyen d'aller partout. Aujourd'hui, vous rencontrez des Rennaises et des Rennais qui vous disent, bon, il n'y a pas de problème de sécurité. Je dis, bon, vous évitez tel quartier, telle rue, quand vous passez. Ah, mais non, mais je passe pas dans cette rue. Ah, mais non, mais j'évite. Ah, mais je passe pas à Place Sainte-Anne à telle heure. Ah, mais je passe pas à République à telle heure. Et ils vous disent, on est en sécurité. Non, à partir du moment où on fait la stratégie du contournement, qu'on ne prend pas le métro à telle heure, pas le bus à telle heure, pas telle place à telle heure, ou je prends ma voiture pour me sentir en protection, à partir de ce moment-là, on fait le constat qu'on n'est pas en sécurité. On n'est pas complètement en sécurité. La sécurité, c'est la première liberté, mais c'est ce qui permet de faire autre chose. Bon, d'accord, mais vous serez maire, hein, et quand vous parlez des dealers ou du narcotrafic, moi je suis pas naïf, c'est pas les policiers municipaux qui vont arrêter le narcotrafic. Donc, est-ce que vraiment le fait d'augmenter les policiers, le nombre de policiers, est-ce qu'ils seront armés, pas armés? Mais même s'ils sont armés, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose contre le narcotrafic, par exemple? Alors, clairement la réponse est oui, parce que la sécurité c'est un continuum de mesures, hein, ça va même de la prévention jusqu'à la répression. Et dans ce continuum de sécurité, la police municipale, elle prend sa part. Évidemment, la police municipale ne fait pas d'enquête, elle n'a pas le droit, elle ne peut pas. C'est un OPJ qui peut faire des enquêtes. Mais par contre, elle vient en renfort de la police nationale. Je vais vous donner un exemple. S'il y a une brigade de nuit de policiers municipaux, ils peuvent intervenir sur les tapages nocturnes, sur les violences intrafamiliales, etc., etc. Ça permet à la police nationale de continuer à surveiller les narcotrafiquants. Aujourd'hui, la police nationale est sur tous les fronts et en plus, elle est en sous-effectif. Il faut savoir, et souvent les gens l'ignorent, parce que ce n'est pas le message qui est véhiculé à Rennes, c'est que le maire de la ville, le maire d'une ville, il a 3 responsabilités en termes de police, au-delà de la police administrative. Il y a la responsabilité de sécurité, la responsabilité de tranquillité publique et la responsabilité de salubrité. Donc la sécurité et la tranquillité, c'est la responsabilité du maire. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui une police municipale qui soit à la hauteur des défis qu'une ville comme Rennes doit relever. Effectivement, il y a 50 ans, ce n'était pas utile. Aujourd'hui, on doit répondre à ces défis-là. Donc il faut une police municipale nombreuse, il faut au moins doubler les effectifs. Ça, dans les 100 premiers jours, on lance les recrutements. Il faut les former aussi. Il faut les former, il faut les armer. Alors, il faut savoir que police municipale, elle n'est pas armée comme ça. Hein. Il y a toute une formation, il y a un permis, ils ont même plus de alors, combien de temps on peut passer de 1000 à 2000, enfin, doubler les effectifs, prêts à travailler? On n'y passe pas en une seconde, c'est un processus qui doit être commencé tout de suite. Après, je vous dirais, il faut attirer les gens, c'est comme dans n'importe quel métier. Si vous leur donnez les bons équipements, si vous leur donnez le bon salaire, si vous leur donnez la bonne considération, moi je serai un maire typiquement qui sera fier de sa police municipale, qui posera avec sa police municipale, qui la mettra en avant. On créera aussi 4 commissariats de quartier mixtes pour qu'il y ait une bonne coordination entre police municipale et police nationale. On reverra tous les accords de coopération pour être très fluide. Mais les hommes, c'est bien, mais il faut aussi les outils. Donc il faudra mettre dès le début du mandat, faire un vrai déploiement de caméras de vidéoprotection pour aider les policiers municipaux. Et je vais tout de suite tordre le cou à une rumeur ou une idée reçue. Oui, les caméras vidéo sans personne derrière, ça ne sert à rien. Donc en fait, quand on met des caméras vidéo dans une ville, dans un espace public, il faut des agents derrière les écrans pour assister les policiers sur le terrain. Les policiers municipaux que vous connaissez, vous leur avez parlé quand vous les croisez. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec l'idée d'être armés? Est-ce qu'ils sont, évidemment, je pense qu'ils sont d'accord si on les soutient, mais est-ce qu'ils sont tous d'accord avec votre vision de la police municipale? Alors, ça fait 6 ans que j'échange avec eux, effectivement, soit sur le terrain, soit sur des réunions avec leurs syndicats, leurs représentants syndicaux. Et l'immense majorité, mais la très 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 grande majorité, et effectivement pour l'armement, d'abord pour se protéger eux-mêmes, parce que voilà, la société est devenue de plus en plus violente, et ça c'est malheureusement un constat, donc ils doivent se protéger aussi eux-mêmes. Donc l'immense majorité est pour l'armement et pour aussi la formation, et d'ailleurs ils ont fait pendant le mandat plusieurs grèves pour demander, plusieurs manifestations pour demander cet armement. Donc en plus, ils le demandent, ils sont volontaires, donc c'est vraiment aller dans leur sens et aller dans le sens de ce qu'il faut faire pour la ville. Ouais, très bien. Alors ça, c'est la sécurité, sur protéger, mais il y a d'autres volets. Sur la protection, il faut protéger le cadre de vie, il faut protéger le patrimoine aujourd'hui qui est mis à mal dans pas mal d'endroits à Rennes. Et puis,
peut-être plus étonnant dans le discours de protection, il faut aussi protéger ce qu'est Rennes. Vous voyez, dans protection, là, on sort complètement de la sécurité. Le patrimoine immatériel rennais, et je pense notamment aux associations. Il y a plusieurs articles qui sont sortis, plusieurs débats. Les associations rennaises, la vie associative rennaise, fait partie de moi ce que je qualifie le patrimoine immatériel rennais. Et aujourd'hui, avec les restrictions budgétaires, il y a un vrai risque de voir ce patrimoine s'effriter. Là, vous parlez des subventions, en fait. C'est des subventions, c'est les moyens financiers pour soutenir les associations, mais ça peut être la mise à disposition de locaux, tout moyen pour les aider. Et effectivement, clairement, moi, en tant que maire, je garderai le montant des subventions aux associations, je le garderai dans mon mandat. Et c'est dans le programme, on prend l'engagement. D'accord, donc le budget sera le même que la mairie actuelle. En revanche, sur le choix des associations qui seront soutenues, parce que moi, je veux dire franchement, il y a des fois, je vois des associations qui sont soutenues, je m'interroge quand même, je me pose des questions, voilà, donc je ne veux pas trop en dire, mais et puis j'ai pas tous les détails, mais j'ai quand même des doutes sur les associations. Comment vous allez pratiquer vos subventions, vos choix vis-à-vis des associations? En rentrant dans le cadre légal, effectivement, il faut soutenir le tissu associatif rennais, voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Après, il y a des associations, et je me suis exprimé au conseil municipal d'ailleurs sur ce sujet-là, il y a des associations qui ne respectent pas le contrat d'engagement républicain. Voilà. C'est un contrat aujourd'hui, pour recevoir des subventions d'une mairie, il faut signer ce contrat-là. Et puis, je vais vous donner des exemples très concrets. Moi, quand une association appelle à brûler le Parlement de Bretagne, ou quand une association dit les policiers sont des assassins et qu'elle l'affiche sur son local, eh bien cette association-là, elle sort du contrat d'engagement républicain et on ne peut pas la subventionner avec l'argent des Rennaises et des Rennais. C'est impossible. Alors, elle peut exister si elle veut, mais elle ne rentre pas dans le champ des associations subventionnées. C'est là que l'arbitrage se fait, et c'est très peu, c'est très peu d'associations, mais je suis intervenu au conseil municipal en disant, à partir du moment où on prône la violence, y compris dans des actions, la violence, ou stigmatiser les policiers, ou dire que l'État est raciste de manière systémique, avoir des messages de haine, on sort du contrat d'engagement républicain, et à ce moment-là, on ne peut pas être subventionné par la mairie, mais il y a tellement d'autres associations, ça peut être fléché, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on peut au moins les convoquer et leur dire ça c'est pas acceptable, si vous voulez garder votre subvention vous devez changer de comportement, ou alors est-ce que c'est pas du tout dans l'ordre des choses vis-à-vis entre une mairie et des associations? Est-ce que ça peut se faire? Il y a une liberté associative, donc je pense que la mairie, à l'inverse, la mairie ne doit pas dire à une association vous devez être comme ci ou vous devez être comme ça. Ça, c'est la liberté associative. En tant que maire, je la respecterai. Par contre, rien n'oblige le maire à donner de l'argent à quelqu'un qui prône l'insurrection ou la violence urbaine ou des propos racistes. Ouais, bien sûr. À partir de là, on sort du champ et il existe, mais il est plus subventionné par la mairie. Alors il y a un autre sujet au niveau de la protection, c'est la protection des enfants bien entendu, et notamment le cadre scolaire. Quelle est votre vision sur, parce que ça c'est quand même un sujet toujours très important dans les villes, quelle est votre vision au niveau du cadre scolaire, de l'organisation des écoles à Rennes? Il y a deux axes très très forts, c'est la toute petite enfance et le primaire qui est de la responsabilité du maire en fait. Sur la toute petite enfance, il faut permettre l'ouverture de crèches. Nous on est à 30%, il faudra augmenter de 30% la capacité actuelle pour permettre aux parents de travailler, pour permettre aux enfants d'être dans une crèche à Rennes. Et pour ça, il faut faire sauter un dogme idéologique. Aujourd'hui, on est dans une espèce de duel entre les crèches publiques c'est bien et les crèches privées c'est mal. On est un peu là-dedans et on se prive en fait de lieux d'accueil. Aujourd'hui, moi je considère que le public c'est super, mais que le privé c'est très bien aussi. Et ça permettra, en libérant un petit peu ces espaces-là, de pouvoir accueillir plus. Le deuxième volet, qui est encore plus symptomatique, c'est les rythmes scolaires à Rennes. Alors, aujourd'hui, Rennes, dans les maternelles et les primaires, Rennes est sur ce qu'on appelle un rythme de 4 jours et demi. C'était une réforme qui est passée sous François Hollande, où les élèves travaillent du lundi au vendredi, y compris le mercredi matin, dans les écoles publiques. J'ai rencontré des parents, j'ai rencontré des enseignants, et je me suis aperçu que techniquement, il y avait beaucoup de gens sur ce rythme scolaire qui n'étaient pas contents. Donc notre grand axe aussi dans les 100 premiers jours sur Protégé, c'est de réouvrir le débat sur les rythmes scolaires à Rennes,
La maire a toujours refusé, en fait, comme c'était le gouvernement socialiste qui avait décidé, a toujours refusé d'ouvrir le débat. Voilà, mais comment on ouvre le débat? On fait un référendum, on fait un sondage, Oui, ouvrir le débat, c'est d'abord reconvoquer tous les intervenants spécialistes du sujet. Parents d'élèves, enseignants, personnel technique, voilà. Réouvrir le débat avec eux, les recevoir, recueillir paroles posées, échanger, dialoguer. Ça, c'est le premier temps. Et une fois que tout le monde a pu s'exprimer, après, on peut passer effectivement sur un référendum populaire local. Voilà typiquement, quand on a proposé de faire des référendums populaires locaux, voilà typiquement un sujet rhéno-rennais sur lequel les Rennaises et les Rennais peuvent s'exprimer le temps des rythmes scolaires. Alors c'est même au-delà de la semaine des 4 jours, ou des 4 jours et demi, c'est revoir totalement le rythme scolaire. Hein. La pause du midi, à quelle heure il termine le soir, les activités périscolaires. C'est s'autoriser un débat qui a été confisqué depuis 2015. Quitte à ne rien changer si vous apercevez que la majorité veut ça. Si la majorité veut ça, et si après consultation des pédopsies, des enseignants, des parents d'élèves, voilà, si on arrive à ce consensus-là, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de mécontents, mais l'idée c'est au moins de faire quelque chose qui est confisqué depuis 2015 avec la majorité actuelle, c'est réouvrir le débat. Très bien. Déjà là, c'est un peu plus clair aussi pour moi. Sur cet aspect protégé, dans les premiers jours, toujours dans les premières mesures que vous allez prendre, est-ce qu'il y a autre chose que vous pourriez dire? Oui, il y a 2 mesures fortes. L'un, c'est ce qu'on appelle le programme SARA, c'est Sainte-Anne et République apaisée. Voilà, 2 places emblématiques qui sont fréquentées par tous les Rennais, qu'on vienne des quartiers ou qu'on soit du cœur de ville. Et ces places-là sont des places abîmées, sont des places... Enfin, elles ont été rénovées, pardon, mais... Alors, elles ont été rénovées, Sainte-Anne, ça a été rénové. Et elle est déjà en totale décrépitude, avec tous les feux qu'il y a. Les dalles sont éclatées, il y a des fissures, elle est entièrement taguée. Enfin, et le soir, si vous baladez à Sainte-Anne le soir, vous constatez qu'il n'y a pas de lumière. Bon, et puis, il y a des gens qui s'ennient. Enfin, il y a une certaine violence à partir de certaines heures. Moi, c'est pas une place où je conseillerais à un enfant de 6 ans de traverser la place. Si idéalement, vous voudriez quoi pour ces endroits? Des endroits qui soient propres, qui soient fréquentés avec un usage normal d'une ville. C'est-à-dire que voilà, il y a des arrêtés anti-consommation d'alcool, la mairie les a pris, mais il y en a pas un qui se fait respecter. C'est une place qui ne soit pas taguée, et je vais revenir sur les tags. Et c'est pareil, la République, c'est des places, en bon français, des safe places, des places sûres, des places où une personne âgée peut aller prendre un café en disant voilà, je suis dans un espace de bien-être, un espace apaisé, d'une ville apaisée. Ouais. Et on va commencer par ces 2 places qui ont des bouches de métro, qui brassent énormément de gens, voilà, pour étendre après. Mais ça peut paraître symbolique, mais c'est tout de suite que ça se fait. Ensuite, un arrêté anti-tag, parce que le tag, ça peut paraître très anecdotique pour les gens qui ne sont pas rennais, mais c'est un fléau que ne supportent plus les Rennais. Parce qu'aujourd'hui, le tag, il n'est pas juste sur un mur en béton, il est sur les maisons à pans de bois de la rue Saint-Melaine, il est sur les portes cochères de la rue de la Monnaie. Le tag détruit tout, dégrade le cadre et abîme le patrimoine. Donc, un arrêté anti-tag, clairement, là, c'est un choc de propreté. Et moi, je m'engage vis-à-vis des Rennaises et des Rennais en disant, voilà, moi, maire, demain, il n'y a plus de tag au centre-ville de Rennes. D'autres ont réussi, d'autres maires ont réussi à le faire. Alors, ça m'intéresse parce que des tags, on en voit partout en France. Donc, franchement, comment on fait? Parce que les gens qui viennent taguer viennent la nuit. Certains considèrent que c'est de l'art. Comment on fait pour arrêter ça? Parce que moi, je veux bien qu'il y ait un arrêté anti-tag, mais comment vous allez faire? C'est assez simple. Il y a des tags partout en France, mais quand on regarde le niveau de tags, nous, c'est en centaines de milliers d'euros pour les effacer tous les ans. Là aussi, comment est-ce qu'on fait des économies? Il y a des centaines de milliers d'euros d'économies à faire. Quand on va dans une ville qui n'est pas loin, quand on va à Angers, ce qui est frappant quand on parcourt la ville et qu'on est intéressé à la chose, on se dit mais il n'y a pas de tag. Il y a très peu de tags, quelques tags revendicatifs, mais la ville est propre à ce niveau-là, les bâtiments patrimoniaux ne sont pas dégradés. Et quand on les interroge, là-bas, à la mairie, ils nous disent que c'est tolérance zéro sur les tags. Donc, c'est-à-dire que la police municipale a des consignes, que les caméras vidéo font leur travail, et c'est nettoyé tout de suite. Et en même temps, vous voyez, récemment, il y a un tagueur qui a défié la ville pendant 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, la ville lui demande 151 000 € de dommages de nettoyage. Bon, vous voyez, quand vous communiquez,
Moi, si j'étais tagueur, je n'irais pas taguer à Angers. Mais par contre, j'irais m'éclater à Rennes, parce qu'à Rennes, c'est... Donc la mairie actuelle fait rien il y a un contre les tags. clairement, j'ai employé le mot. Hein. Là, il y a un laxisme ambiant. Et je vais revenir à mon expérience. Quand j'étais restaurateur au centre-ville de Rennes, place des Lys, on a remis 5 taggeurs à la BAC autour de notre restaurant. Vous voyez, on fermait, on sortait, et les gars, en toute impunité, ils taguaient les murs historiques du XVIe siècle. On les attrapait, on dit monsieur c'est interdit, on appelait la police, ils venaient le chercher. Je me souviens même d'un qui, je pense qu'il taguera plus, il avait été condamné à 4 500 € pour refaire un mur à l'arrière. Voilà, si vous dites aux gens il ne se passe rien, continuez à dégrader l'espace urbain, ils le font. Si vous envoyez des messages forts en disant voilà, nous à Rennes, moi maire, ça c'est fini, donc voilà, allez vous exprimer ailleurs. Et d'ailleurs, le tag, on est bien d'accord, c'est pas le graphe, hein, c'est pas le street art. Hein. Oui. À l'inverse, en tant que maire, je travaillerai avec les graffeurs pour trouver des lieux d'expression, parce qu'il y a un art urbain, voilà, et qui est en plus intéressant, mais c'est de discuter, toujours de dialoguer avec eux pour dire, on trouve des lieux d'expression, peut-être mettre plus de murs à disposition dans la ville, mais on arrête de taguer les maisons à pans de bois. C'est juste inadmissible. Oui, il y a certaines villes, je pense à New York notamment, qui a un quartier qui est très connu pour ça, où il y a des graphes, surtout des pans de murs, mais c'est organisé, c'est commandé même par la ville, et ainsi de suite. Donc ça peut exister sans aller détruire le patrimoine ou les habitations des gens. Il y a des super initiatives. Il y a l'initiative des graphes des animaux. Là. Il y en a un peu partout dans la ville. Il y en a un pas très loin. D'ailleurs, la station Jules Ferry, un magnifique oiseau marin qui plonge, qui n'a pas été dégradé. Mais il faut savoir que même parfois, les graphes sont dégradés par les taggeurs. Donc, vous voyez, c'est... Ouais. Mais voilà, le street art, oui, le tag, non. On va passer à votre deuxième axe de travail, une fois que vous serez maire. Vous pouvez me le redire, c'est... Respirer. Respirer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps, enfin dans vos premiers temps, sur cette action de respirer, permettre à Rennes de respirer? Dans un monde effectivement qui bouge, qui est en pleine mutation, où aujourd'hui on voit la tentation trumpiste aussi, les climato-sceptiques et autres, il est urgent à Rennes d'avoir une vraie politique qui permette aux gens de respirer. Sur les mobilités, sur le logement et sur le volet purement de l'air, sur le volet environnemental. Et c'est ce premier-là que je vais développer. Aujourd'hui, on a un modèle à Rennes qui est le modèle des métropoles. Moi, il faut m'expliquer en quoi entasser des gens ensemble. C'est pas forcément lié à Rennes, hein. Comment ce modèle de métropole qui est développé un peu partout, d'entasser des gens, de les faire monter en hauteur, de mettre des immeubles, de réduire les rues, enfin, va rendre une ville plus respirable. Techniquement, ça ne fonctionne pas. Et tous les gens qui utilisent la pollution et les réchauffements des villes vous disent que ça crée des îlots de chaleur, ça crée des canyons de chaleur, des canyons de pollution. C'est, vous savez, ces grands boulevards avec des immeubles qui montent, là où avant à Rennes, on avait des petites maisons qui permettaient à la pollution de s'échapper. Il faut bien les loger, les gens qui arrivent. Les gens, il faut les loger. Ça, c'est très intéressant parce que c'est aujourd'hui ce que dit Alain. Oui, le compagnon, il ne veut pas loger les gens. Non, parce que c'est un triptyque. Logement, habitat, mobilité, transport, services et emploi. Quand vous vivez quelque part, il faut que vous puissiez travailler. Si vous voulez travailler, il faut que vous puissiez vous déplacer. Et le problème, c'est que souvent, on raisonne en silo. Je parle de l'habitat. D'ailleurs, on ne parle pas d'urbanisme à Rennes, on parle de construction. Et ce triptyque-là, il doit être traité pas à l'échelle de la ville. Le projet, aujourd'hui, 300 000 habitants à horizon 2045-2050 dans la ville, c'est complètement fou. On est 230 000 aujourd'hui. C'est complètement fou. Par contre, il faut raisonner sur ce triptyque mobilité, transport, habitat, emploi-service à l'échelle de l'aire urbaine rennaise. C'est même au-delà de la métropole qu'il faut raisonner. Mais est-ce que vous aurez une action au-delà de la métropole? Il faut travailler avec la région, il faut travailler avec la métropole, il faut travailler avec le département. C'est-à-dire que Rennes, à elle seule, ne peut pas s'en sortir. Elle ne peut pas s'en sortir même en termes de ressources. Hein. Rennes n'a pas d'eau. Il faut bien que les Rennaises et les Rennais ils réalisent que toute l'eau qu'ils ont, elle vient de la vallée de Couesnon, elle vient des Côtes d'Armor. On n'est pas autosuffisant en eau à Rennes. Donc donner des leçons à tout le monde en disant on va tous habiter à Rennes,
c'est une ineptie totale. Donc vous n'êtes pas pour une augmentation farouche du nombre d'habitants à Rennes? Surtout pas. Et ça n'augmentera pas le niveau de bonheur des Rennaises et des Rennais qui sont déjà installés. Par contre, permettre à tout le monde de se loger, ça oui c'est important. Permettre à tout le monde de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer, ça c'est très important. Au passage, il faut savoir qu'il y a une étude qui montre que les métropolitains se déplacent de moins en moins. On reste enfermé, on est dans un entre-soi. Et puis permettre aussi d'avoir accès aux services et au travail. Aujourd'hui, il y a pas mal de villes, de villages autour de l'aire urbaine rennaise où on peut loger des gens, où on peut amener des entreprises, où on peut amener des services. Et c'est tout ce jeu de transport et de coopération entre la ville-centre et l'aire périurbaine. Enfin, quand on voit là, à quel point la rocade ou les grands axes routiers sont pleins, sont pleins de bouchons tous les matins et tous les soirs vers 17h, ça va être compliqué. Si on met les gens qui travaillent à Rennes plus loin, il faudra bien qu'ils se déplacent. Donc ça va créer des bouchons encore plus, parce que c'est déjà l'enfer. Sur ce sujet, j'ai interpellé l'adjoint, le vice-président mobilité à la métropole, et tout le monde dit dans les études, il y a moins de voitures sur la rocade. Et il y a plus de bouchons. Et c'est très simple, c'est qu'on a créé, et c'est là aussi qu'on ne respire pas, et que moi je veux qu'on respire, c'est qu'en fait, en termes de mobilité, de transport, on a créé des bouchons. Ils font ce qu'ils appellent, et ce qu'ils revendiquent, la politique de la contrainte. Plus on crée de bouchons, plus ils pensent que les gens prendront moins leur voiture. Sauf que quelqu'un qui est obligé de prendre sa voiture, parce qu'il habite à 25 km de Rennes, qu'il n'y a pas de transport en commun, qu'en plus il faut rentrer à l'intérieur de la rocade pour prendre le métro, etc. Cette personne-là, ces milliers de personnes-là, effectivement, ils se retrouvent dans les bouchons. Et les bouchons n'ont cessé d'augmenter à Rennes, alors qu'en fait, il y a une diminution du nombre de véhicules. Il faut savoir qu'il y a plus de bouchons depuis que la ligne B s'est ouverte. Donc ça veut dire que ça n'a pas remplacé la politique de la contrainte. Quand vous avez deux voies, vous les mettez sur une, tout le monde peut comprendre. Ça crée un bouchon. Quand vous avez des pénétrantes dans la ville, vous résidez tout à une voie avec des chicanes, eh bien vous allez, vous savez, c'est l'effet accordéon, et vous créez des bouchons jusque, parfois, si on parle au nord de Rennes, vous avez des bouchons jusqu'à Édé. Donc ça, vous allez lutter contre ça. Respirer, vous avez des idées, vous avez des moyens de faire ça. Reprendre le plan de circulation complet de la ville, créer des parkings à l'extérieur, pour faire sauter cette fameuse muraille de bouchons de la rocade. On va, dès le lendemain de l'élection, réouvrir le dossier de l'extension du métro en dehors de la rocade, notamment vers l'aéroport, vers Carlane, vers Bru, et puis au sud de Rennes aussi, puisque le métro franchit la rocade vers Verne, Champy, mais en fait, il n'y a pas de voyageurs qui franchissent, ce qui est complètement incroyable. Donc on va réouvrir ces dossiers-là. Parce que vous n'allez pas supprimer les pistes cyclables? Au contraire. Vous n'allez pas revenir en arrière là-dessus? Au contraire. Effectivement, les voies se sont rétrécies parce que pour mettre les pistes cyclables, mais ça, vous n'allez pas les détruire. Pas que, parce que beaucoup de pistes cyclables, aujourd'hui, on va revoir aussi le plan vélo, parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables à Rennes qui sont hyper dangereuses. C'est certains quartiers, certaines intersections. Enfin, moi, je suis cycliste dans Rennes, je me déplace en vélo dans Rennes. Il y a énormément d'endroits qui sont accidentogènes et qui ont été construits. C'est pas l'héritage d'il y a 20 ans. C'est des pistes qui sont récentes, qui traversent 3 fois une route, ou qui sont dans l'angle mort des voitures. Enfin, c'est pas bien fait. C'est pas... j'allais dire, c'est pas étudié pour que tous les usagers se partagent l'espace. Là-dessus, moi j'ai un truc à dire personnellement. Moi aussi, je prends mon vélo pour me balader à Rennes, et à chaque fois que je vais dans le centre-ville, je ne sais pas où mettre mon vélo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'emplacement pour mettre son vélo avec un cadenas, quoi. C'est saturé, donc on se retrouve à chaque fois. Et à tel point que régulièrement, je me suis dit, ah là, ça va pas être la bonne heure, je vais jamais pouvoir garer mon vélo. Je vais pas dans le centre-ville, je vais ailleurs. Et le pire, c'est que du coup, je prends ma bagnole pour aller à l'extérieur de Rennes, dans les centres commerciaux, et ainsi de suite. Donc c'est quand même un comble. J'avais proposé de faire un grand parking à vélo, cœur de ville, sur la dalle du parking Vilaine. J'avais proposé, bon, ça n'a pas été retenu, ils ont détruit la dalle. Mais effectivement, il faut créer des places de stationnement de vélo. Et aujourd'hui, il y a une règle qui dit qu'il faut enlever la place de stationnement qui est devant un passage clouté. Là, typiquement, sur tous ces espaces-là, on peut faire des parkings à vélo. Voilà. Et là, on n'embête personne. On n'embête pas les piétons sur les trottoirs, on n'embête pas les voitures parce qu'ils ne peuvent pas se garer là. Et on n'embête pas les vélos, bien au contraire, on répond à une demande. Voilà, typiquement, les mesures de bon sens qu'on prend. Donc, revoir les pistes cyclables. Arrêter de supprimer
pour qu'on respire. Arrêtez de supprimer les places de stationnement aérien dans la ville. Parce que là, les voitures, elles tournent de plus en plus, voire les gens ne viennent plus. Donc c'est un véritable fléau. Revoir le plan de circulation, parce que dans des quartiers, ils ne respirent plus non plus. Pensez qu'il y a, dans le plan de circulation actuel, il y a des rues qui avaient 100 voitures qui passaient. Aujourd'hui, il y en a 1000 parce qu'ils ont mis un sens interdit sur 20 mètres. 1000 voitures qui passent dans la rue. Bon, ces gens-là, ils ne respirent plus. Donc respirer, c'est aussi revoir le plan de circulation. C'est permettre aux gens de se loger, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment en faisant de la rénovation urbaine. Il y a plein de mètres carrés, des milliers de mètres carrés de bureaux qui ne sont pas utilisés. Il faut permettre cette transformation mètres carrés de bureaux, logements, réhabilitation urbaine dans certains quartiers comme à Vigean ou au sud de Rennes. Voilà, c'est des idées pour faire cohabiter nécessité de logement et en même temps permettre aux gens de respirer. Aujourd'hui, la densification qui se fait dans les quartiers, elle se fait contre les gens. Là-dessus, il y a quelque chose de très important. Quand on pense habitat, quand on pense urbanisme, il faut respecter deux choses. Il faut respecter l'habitant, son cadre de vie et l'identité du quartier. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est ce que les gens demandent aussi. Quand on habite Jeanne d'Arc, on n'habite pas à Alphonse-Garin. Quand on habite à Alphonse-Garin, on n'habite pas à la Bélangerie. Quand on habite à la Bélangerie, on n'habite pas au Blôme. Oui, etc. Il y a des identités de quartier qu'il faut respecter. Ça fait partie aussi de l'histoire de Rennes. Et est-ce que les transports en commun vont être... parce qu'il n'y a pas plus de transports en commun depuis l'extérieur de Rennes qu'avant, ou ça a été augmenté ou pas? Non. Quelles sont les pistes au niveau des transports en commun pour que justement les gens acceptent de ne plus prendre leur voiture, mais sans que ça devienne une usine à gaz pour rentrer dans Rennes, pour aller à Rennes? Il y a trois axes forts là. Il y a le premier, j'en ai parlé, c'est... étudier l'extension du métro à l'extérieur de la rocade. C'est assez coûteux et donc c'est pour ça qu'il faut faire une étude très forte d'impact. Le deuxième, ça a déjà commencé en termes d'études, c'est le fameux train de bus qui a été commencé par la majorité, donc on ne pourra pas tout détruire ce qui a été fait et ce n'est pas l'objectif. Il y a des lignes qui seront pertinentes, on les gardera. Et puis le troisième volet, c'est de travailler sur le RER métropolitain, développer le rail, tout ce qu'on pourra développer autour du rail, parce que les infrastructures sont existantes, donc il faut utiliser ces infrastructures. Donc un RER comme à Paris, c'est ça que vous voulez Un dire? RER métropolitain, tout à fait. Qui peut faire une circulaire. Mais aussi travailler, développer les TER, et ça se fait pas à l'échelle de la ville, ça se fait à l'échelle de la ville et de la région. Donc c'est aussi... accentuer la coopération des transports régionaux et des transports métropolitains. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir un car qui vient de la région, qui arrive au nord de Rennes, qui s'arrête dans une ville de la métropole. Les gens peuvent descendre, mais ils ne peuvent pas monter pour aller à Rennes, alors que le car va à Rennes. D'accord, très bien. Jusque-là, c'est assez clair. Donc là, on a parlé du logement, ça c'est intéressant. On a parlé des mobilités. D'un point de vue, puisque là, je respirer, d'un point de vue, ça fait penser quand même à l'écologie, d'un point de vue purement écologique, parce que vous n'êtes pas dans le déni du réchauffement climatique, vous n'êtes pas, faites pas partie de ces gens-là. Alors donc, qu'est-ce que vous avez purement sur l'écologie comme proposition à faire? Il y a un défi, notamment pour les métropoles, il y a un défi climatique à relever. On le voit avec les inondations, parfois les pics de chaleur, les pics de froid. Quand on parle de défis climatiques, dans les métropoles notamment, il faut absolument y répondre. Et effectivement, je fais parler de ces gens qui disent qu'il faut prendre ça très très au sérieux. C'est pour ça que dans tous les quartiers, il faut un îlot de fraîcheur. Il faut effectivement multiplier la présence des arbres, mais avant de planter des arbres, il faut arrêter de les abattre. Parce que souvent, c'est interdit normalement d'abattre les arbres dans les villes. Il y a des milliers d'arbres qui ont été abattus pendant le mandat, un petit peu partout dans la ville. Et là, il faut faire un moratoire sur l'abattage des arbres. Parce que un arbre mature abattu, pour arriver à la même canopée, la surface de branchage, il faut en planter 100. Donc en fait, vous voyez, si vous en abattez 10, c'est 1000 arbres qu'il faut planter tout de suite. Donc arrêtez d'abattre, arrêtez de détruire les espaces verts, même des espaces verts privés, et puis créer des îlots de fraîcheur. C'est quoi un îlot de fraîcheur? Un îlot de fraîcheur, c'est un espace ombragé dans un quartier par des arbres, par tout type de technique qui va permettre à un moment donné d'avoir dans un quartier à proximité
des habitations avec un banc, avec une fontaine. Par exemple, à Rennes, on ne développe pas les fontaines. Moi, je pense que si on va vers un réchauffement et des pics de chaleur, il faut avoir des fontaines dans la ville. Mais attention quand même à ça, parce qu'à Lyon, ils ont créé sur la place Bellecour ce qu'ils appellent aussi des îlots de fraîcheur, des trucs complètement farfelus qui permettent même pas aux gens d'être à l'ombre correctement. Et donc c'est très décrié ce genre de projet. Donc voilà. Ah mais on fait ça à Rennes aussi. Nous on a eu des trucs en plastique au lieu Bastard qui sont tombés 15 fois quand il y avait des tempêtes et petits papiers qui tombaient, plastique qui tombait et qui partaient dans la Vilaine à chaque fois qu'il y avait une tempête. Ça, c'est la poudre aux yeux. C'est pour dire on a fait quelque chose. Regardez, moi je parle de faire des choses dans le dur, des arbres, de la végétation. Réfléchir aussi, quand on parle îlot de fraîcheur, arrêter de construire des buildings, enfin des immeubles qui sont noirs, qui le soir renvoient de la chaleur. C'est une ineptie totale. Tous les spécialistes de l'environnement disent arrêtez de construire des immeubles noirs. À Rennes, on construit des immeubles noirs. Créer avec les habitants, mais ça, toujours en partant du quartier, avec les habitants des îlots de fraîcheur dans tous les quartiers. Vous avez dans votre équipe un expert ou des experts sur l'écologie, sur ces idées novatrices autour du climat tout à fait. Et c'est même ces experts-là qui nous avaient déjà proposé en 2020 d'amener ce qu'on appelait, alors ça se dit en anglais, les tiny forests, les petites forêts. Et on avait un projet d'implantation. On a déjà repéré dans la ville un certain nombre d'endroits où on va pouvoir implanter des tiny forests. Et au passage, je note que depuis quelque temps, la majorité actuelle a commencé à en implanter. Je pense qu'on a perdu du temps, mais qu'il va falloir rattraper très très vite. Au niveau du logement, donc, qu'est-ce que vous voulez faire exactement pour la ville de Rennes? Pour le logement, c'est loger tout le monde, construire moins mais mieux, réfléchir à une croissance raisonnée dans la ville, et surtout coopérer à l'échelle urbaine pour que tout le monde puisse être logé. Pour qu'il puisse y avoir des gens qui vivent à l'extérieur de Rennes, si j'ai bien compris, mais qui en même temps aient une grande facilité à aller dans Rennes pour profiter de la ville de Rennes et y vivre, y travailler, y sortir, s'amuser. Et réciproquement. Des gens qui puissent habiter dans Rennes et qui puissent travailler juste à l'extérieur sur l'aire urbaine rennaise. Aujourd'hui, les gens sont empêchés, on est dans la ville du quart d'heure, il faut que tout le monde fasse tout dans le quart d'heure où il habite. Et ça a comme résultat la concentration, la densification, l'entassement des populations. Et là, on n'est plus dans une ville qui respire, on est dans une ville qui étouffe. Alors, on va voir le dernier chapitre, si je puis dire, de votre programme pour la ville de Rennes, c'est relancer. Mais pourquoi relancer? Alors relancer parce que faut revenir en arrière pour expliquer ce mot relancer. Dans les fins des années 70, il y a une nouvelle et Rennes, on l'appelait la Belle Endormie. Voilà, c'était comme ça qu'on qualifiait la capitale bretonne. Et puis il y a eu une alternance, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée et qui a bousculé un petit peu les codes. C'est là que la vie associative a explosé, elle existait déjà, mais vraiment elle a explosé, c'est l'époque des radios libres, c'est la ville rock, la légende de Rennes, ville rock, c'est à ce moment-là qu'elle se crée, donc comme on dit, on a libéré les énergies, libéré la culture, libéré plein de choses, et l'envie d'entreprendre dans la culture, c'est là que sont créés les trans, enfin voilà, tout ce sur quoi Rennes se repose aujourd'hui, c'est des idées qui partent de ce moment-là, de cette relance. C'était il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on est dans un essoufflement de cet élan lancé à 50 ans. C'est normal, ce sont des cycles. C'est pour ça que, avec Vivre Rennes, je veux, en tant que maire de Rennes, relancer l'économie, relancer le sport, relancer la culture. C'est trois leviers qui ont besoin de renouveau, qui ont besoin de nouvelles idées, qui ont besoin de nouvelles visions. Voilà. Concrètement, comment vous allez relancer l'économie, par exemple? Parce que Très simple. Et en même temps ambitieux. Déjà, créer les emplois à Rennes, on parle de 10 000 emplois créés à Rennes. Comment est-ce qu'on relance 10 000 emplois à Rennes en acceptant d'accueillir les entreprises qui déjà veulent s'installer à Rennes, avant même d'aller les chercher? Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ont été refusées à Rennes parce qu'elles ne correspondaient pas en fait à la doxa, à la ligne idéologique politique. Aujourd'hui, des emplois, ce sont des emplois. Quand on accueille Safran, on est heureux de les accueillir. Ils créent 400-500 emplois. Aujourd'hui, les écologistes disent « nous, on ne voudra pas de Safran 2 ». C'est un message catastrophique
envoyé au monde de l'entreprise. Ouais, on en a entendu dans la presse. Voilà, et d'ailleurs leur patron s'est même exprimé en disant j'irai plus dans ce type de ville. Bon. Est-ce que vous voulez dire que les mairies peuvent avoir une influence sur les entreprises qui s'installent, même des grands groupes qui s'installent dans leur ville ou en périphérie, ou au bord de la ville? Mais bien sûr. Et vous allez plutôt être favorable à ce que le tissu économique s'élargisse, s'étoffe, c'est ça? Se développe dans le domaine de l'industrie et dans le domaine des services, mais dans le domaine de l'industrie. Aujourd'hui, moi, je serai un maire qui dira aux entreprises, venez vous installer à Rennes. Et même dire comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vous accueillir, pour faciliter votre arrivée à Rennes, parce que les villes sont en concurrence. Les villes sont en concurrence sur les sièges régionaux, les sièges nationaux. Donc déjà, ça, c'est un levier important, parce que il faut bien le redire, quand on a une ville aujourd'hui comme Rennes qui a 15% de chômage et presque 30% dans certains quartiers, la relance de l'emploi, ça doit être une priorité. Et donc vous, c'est 10 000 emplois à Rennes, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'ESS. Voilà. Et ça, en combien de temps vous pensez Sur le mandat. Sur le mandat, voilà. Donc c'est 6 ans. Oui, c'est ça, de tout de suite, mais sur Rennes. Voilà, des emplois créés, et ça peut être des entreprises qui sont périphériques, mais ce sont des emplois rennais, c'est des gens qui sont en création d'emplois. Donc ça, vous allez tout faire pour y arriver, c'est un objectif. Oui, avec une particularité, c'est travailler sur l'emploi non qualifié. Donc des gens qui n'ont pas de grande qualification, qu'on peut parfois avoir pas que d'ailleurs dans les quartiers, mais qu'on peut aussi avoir dans la masse de gens qui sont au chômage dans certains quartiers. Et il faut effectivement réfléchir entre l'accueil des entreprises et la population actuelle qui a besoin de trouver un emploi. Et ça, il faut les mettre en adéquation. Et pour ça, il faut avoir une mentalité effectivement entrepreneuriale et comprendre cette mécanique-là. Donc ça, c'est la première des relances, c'est la relance économique. On fait aussi un pass pro pour les entreprises qui arrivent dans Rennes, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour une entreprise qui vient travailler dans Rennes ou une entreprise rennaise qui va travailler dans un autre quartier de Rennes. C'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, la circulation est compliquée. C'est des gens qui viennent avec des camionnettes, c'est des gens qui viennent avec des camions. C'est des gens qui ont besoin de se stationner pour délivrer un service. Aujourd'hui, on leur a rendu l'accès à la ville compliqué. On a même beaucoup d'artisans. Mais c'est quoi le pass pro exactement? C'est un pass qui leur permettra à l'année de dire voilà, vous avez le droit de circuler, de vous garer dans Rennes avec une redevance annuelle. Mais aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui, si elles veulent traverser la ville pour se rendre d'un point A à un point B, doivent demander un laissez-passer avant. Enfin, on a mis une couche administrative qui les empêche de travailler. Aujourd'hui, on a besoin qu'un plombier, même s'il doit venir rue des Dames à Rennes, il puisse arriver rue des Dames pour dépanner une personne. Donc il faut l'organiser, ça. Il faut leur faciliter la vie. Il faut faciliter la vie aux commerçants, voilà, aux artisans. Exactement. Pour qu'ils aient... Et les commerçants de la ville de Rennes, du centre-ville ou même de tous les quartiers, est-ce que vous allez avoir des actions particulières à leur égard? Aujourd'hui, les commerçants de la ville du centre-ville de Rennes, dans une grande majorité, sont dans une situation de fragilité. La destruction du parking Vilaine avec 1700 véhicules par jour qui venaient, c'est 1700 minimum entre 1700 et 3000 clients qui viennent plus. Certains ont des baisses de fréquentation de 20 à 50%. Et on a un taux de vacances, c'est-à-dire de locaux commerciaux vides, qui a explosé pendant le mandat. Il y en a qui ont fermé à cause de ces différents travaux qu'il y a dans Rennes? À cause des travaux, oui. Il y en a qui ont fermé. Il y en a qui ont fermé à cause des places de parking qui disparaissent aussi. De la fermeture, de clients qui ne consomment plus. On voit des gens se balader dans Rennes, mais il suffit de se poser à une place pour regarder combien de personnes ont des sacs et vous allez voir que c'est pas 1 sur 10. Donc il faut donner aussi envie aux gens de venir dans Rennes. Je pense à des mesures, il y a plus de 200 places sur les 5 dernières années qui ont été supprimées, 200 places aériennes en dehors des parkings qui ont été supprimées. Tout ça, ce sont des messages envoyés aux gens pour leur dire ça va être compliqué de venir à Rennes. Les commerçants, ils étaient 550 à avoir signé une pétition en disant supprimez pas le parking Vilaine maintenant, par exemple. Oui. Le plus tard, mais pas maintenant. On a eu la guerre en Ukraine, on a eu le Covid. Mais est-ce que ça va relancer quelque chose, le fait de supprimer À quoi va ressembler la Vilaine? Enfin, est-ce que vous aurez une action là-dessus, vous? Non, après? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. La dalle, elle a été détruite. C'est pour ça qu'ils sont précipités de la détruire avant les élections. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. C'est qu'une fois qu'elle est détruite, vous la reconstruisez pas comme ça. Donc ça sera juste comme ailleurs, un bord de Vilaine et un une bord rue. De Vilaine, avec une Vilaine qui porte bien son nom à cet endroit-là. Il suffit d'interroger les vieux Rennais.
c'est un cloaque à cet endroit-là. Ouais. Les pierres, contrairement à ce qui a été projeté, sont noires. Enfin voilà, c'est pas. Et vous allez essayer d'enjoliver, enfin d'embellir cet endroit quand même On fera avec avec la matière que l'on a. Honnêtement, oui, je suis pas enthousiaste. Il y a d'autres endroits. On a les Quais Saint-Cyr juste à côté qui sont superbes. Voilà, il n'y avait pas besoin de découvrir la pierre noire à cet endroit-là. Mais effectivement, ce qui a été détruit, on ne va pas le reconstruire comme ça. Et là, c'est important de dire la vérité aux gens. Donc, il va falloir retravailler, notamment en termes d'accessibilité. Nous, on parle de rehausser le parking Kléber en le végétalisant au-dessus pour recréer 150 places. On peut travailler aussi avec les copropriétaires sur un parking qui est fermé de centre-ville, qui est le parking des Horizons. Donc là, il faut retravailler avec les copropriétaires, mais on a quand même un grand parking qui est fermé, qui est vide aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, il y a des solutions qui existent. Comme on dit, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Et voilà, il suffit juste de sortir du cadre pour aller chercher les bonnes solutions. Mais Rennes va quand même, c'est quand même une belle ville. Enfin, c'est pas non plus une ville qui s'effondre, qui s'écroule, quoi. Alors, Rennes, c'est une belle ville. Si Rennes n'était pas une belle ville, si Rennes n'était pas une ville que j'aime, je ne m'engagerais pas, je ne me battrais pas pour la ville. Je ferais comme des gens qui n'aiment pas forcément Rennes, qui sont là parce qu'ils sont là, ils pourraient être ailleurs, et ils s'en vont. Quand on n'est pas content, on peut aussi partir. Mais parce que Rennes a un potentiel énorme, parce que Rennes est une ville incroyable, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre. Et il n'y a rien d'éternel. C'est pas parce que Rennes a un potentiel monstrueux qu'elle restera au top. D'ailleurs, elle continue gentiment à glisser dans les classements et à monter dans certains autres classements qu'on n'aimerait pas voir. Donc c'est là que la relance elle est importante. C'est là que ce nouveau souffle, il est important de lui donner maintenant, en 2026. Donc là, vous m'avez expliqué comment vous voulez relancer l'économie. Moi, je comprends, très bien. C'est forcément une bonne idée. En ce qui me concerne, je suis d'accord avec vous. Et vous avez parlé aussi tout à l'heure du sport. Oui. Dans quelle mesure vous voulez relancer le sport à Rennes? Parce que c'est plutôt pas mal, Rennes. Jusqu'à présent, il y a quand même le Stade Rennais. Enfin, il y a des choses qui sont quand même réussies. Mais bon, je vous écoute. D'abord, relancer le soutien au club. Revoir les attributions de subventions. Et aujourd'hui, on est sur des critères qui pénalisent un petit peu les clubs qui sont dans la performance. Donc, il faut relancer autant le sport professionnel, on y reviendra tout à l'heure, effectivement, et le sport amateur. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de clubs qui pratiquent dans des infrastructures qui sont vieillissantes, qui sont même parfois dangereuses. On m'a emmené la semaine dernière sur un stade où effectivement le stade est pas vieux, mais la pelouse, il y a une bosse, enfin c'est très technique, mais les éducateurs m'ont dit voilà, ça c'est typiquement. Pour se tordre une cheville. C'est l'idéal pour se tordre une cheville pour un jeune. Donc, vous avez dit à un moment, excusez-moi, vous avez dit les clubs qui aiment la performance ne sont pas aidés en ce moment. Oui, c'est-à-dire les critères d'attribution. Mais c'est quoi les critères d'attribution en fait, en fonction d'une grille de critères, la mairie attribue des subventions à une structure sportive. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Moins le club fait de déplacements, plus il a de subventions. Sauf qu'en fait, plus vous êtes haut, plus vous faites des déplacements au niveau nationaux. Ouais. Donc typiquement, on devrait plutôt encourager un club qui porte haut et fort les valeurs de la ville. Mais on revient toujours. Il ne faut pas être trop bon en sport. Il ne faut pas être trop optimiste et il ne faut pas être trop ambitieux. Voilà. C'est incroyable. Il y a même certains présidents de club qui m'ont dit, on leur a dit, voilà, faut pas que vous ayez trop non plus, trop grand, trop de licenciés. Bon, enfin, on est sur toujours pareil, une idéologie politique, on met de la politique partout, même dans le sport. Aujourd'hui, ce que veulent les clubs de sport, c'est être soutenus, pouvoir accueillir un maximum de licenciés, pratiquer dans des infrastructures qui sont adéquates, qui leur permettent de pratiquer leur sport en sécurité. Et ça, c'est à relancer véritablement. C'est vieillissant un peu partout dans la ville. Ensuite, c'est d'accompagner aussi les grands clubs. Rennes est une ville universitaire. Alors c'est quoi les grands clubs Les grands clubs, c'est évidemment le club de foot. On terminera peut-être par ça. Mais c'est le club de basket, c'est le club de volley, c'est le club de rugby. Aujourd'hui, bon, ça a fait débat, mais les joueurs se changent dans un couloir. Enfin, on est quand même sur un club qui est aux portes de l'élite. Vous parlez du rugby, hein? Oui, du rugby, par exemple. C'est pas normal aujourd'hui dans une ville comme Rennes, avec 70 000 étudiants, avec un vivier comme ça de sportifs, qu'on n'ait pas trusté les places dans les élites, dans les sports co. Alors en athlétisme, on le fait. Alors on ne parle jamais de l'athlétisme.
En athlétisme, on le fait, puisqu'on a HBA qui est donc au Bretel-Clotier, un club d'athlétisme qui, à l'inverse, est vraiment très 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 bon. Mais il y a plein d'autres clubs qui ont besoin d'être soutenus. Il y a un lycée sport-études à Cesson-Sévigné. Tout à fait. Qui encourage, évidemment. Est-ce qu'il y a un lycée sport-études dans Rennes, ou une structure qui peut accompagner tout type de sportifs haut niveau? Est-ce que ça existe dans Rennes? Alors, il y a le lycée de Brétigny, il y a le lycée Saint-Martin, il y a plusieurs... Il y a quelques lycées qui peuvent accompagner ça. Et puis, il y a les universités qu'on est structure, et puis on a STAPS. Donc, il y a vraiment... c'est pour ça que je dis, il y a ce vivier, il est là, mais il faut aussi que la mairie joue son rôle. Aujourd'hui, sur les subventions aux associations, le sport, c'est 7%. C'est vraiment le parent pauvre associatif rennais. Donc, relancer le sport amateur, soutenir les clubs pro, soutenir aussi le handisport. On a une équipe d'handi hockey qui aujourd'hui est champion de France, enfin depuis 3 ans, alors que la majorité actuelle, en tout cas les écologistes veulent fermer la patinoire. Donc vous voyez, c'est ça aussi, c'est rassurer les clubs en leur disant voilà, on va vous soutenir, vous allez pouvoir continuer à pratiquer votre sport. Et puis après, il y a effectivement le gros dossier qui est le Stade Rennais, puisque avec la règle du fair play financier, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour qu'un club puisse continuer à jouer en élite, il faut qu'il ait le plus de place possible dans son stade en fait. Et le Stade Rennais, le Roison Park, malheureusement, est devenu trop petit. Si demain, le Stade Rennais veut continuer à performer dans la durée, au-delà des classements au fur et à mesure des saisons, mais s'il veut performer dans la durée, il lui faut un grand stade. Et il y a 2 options. L'option 1 qui consiste à rénover le stade actuel, et l'option 2, plus ambitieuse, qui consiste à faire un grand stade de l'autre côté de la rocade, et là construire un stade de 40 000 places. C'était le projet du propriétaire du stade qui a été refusé par la majorité. Donc il y aurait un nouveau stade. Vous allez soutenir ce projet? Tout à fait. Faire un nouveau stade de l'autre côté. Qui va le financer, ce nouveau stade? Sur ces modèles-là, en fait, c'est le propriétaire du stade qui le finance. Ça s'est fait dans d'autres villes. C'est le propriétaire du stade qui le finance. Donc en gros, le choix qu'ont les Rennaises et les Rennais, c'est avec moi un stade rennais, une nouvelle arena, un nouveau stade de l'autre côté de la rocade, financé avec de l'argent privé, ou la rénovation du vieux stade, 250 millions, avec de l'argent public. D'accord, et donc l'argent public, c'est forcément les impôts, c'est les Rennaises et les Rennais. C'est la ville, le budget de la ville de Rennes. Donc là, on est encore sur soit du rafistolage, mais c'est ce qu'on a fait avec le Liberté, à chaque fois on rafistole, ce qu'on fait avec le musical, on parlera de culture tout à l'heure, soit on rafistole, soit on est ambitieux, on est optimiste, et on fait un grand stade, 40 000 places, toit couvert, de l'autre côté de la rocade. Et si on fait ça, notre projet est encore plus ambitieux, c'est de faire de la route de l'Orient le quartier des stades. C'est-à-dire de venir implanter dans le Roison Park actuel les équipes féminines qui commencent à performer, de rugby et de football, mais aussi l'équipe de rugby demain qui pourrait jouer aussi ici. C'est peut-être réduire le nombre de places pour faire, comme ça s'est fait à Nantes, du sport, mais aussi du logement et du commerce en bas. Mais que tout ce quartier-là, autour des bars, des restaurants, tout ce quartier des stades vive au rythme des compétitions sportives. D'accord, mais le grand stade, vous allez le construire sur quoi? Parce que d'un point de vue écologique, aujourd'hui, c'est quand même... il y a beaucoup de gens qui disent c'est bon, le football, ça va, ok, il y en a, on aime, on peut aimer, mais il y en a qui n'aiment pas. Et se dire qu'on va aller reconstruire un énorme stade, alors qu'il y en a déjà un, tout le monde n'est pas convaincu de cette idée. Le stade serait construit sur la zone de la Barre Thomas, donc je peux rassurer toutes les personnes qui seraient inquiètes de ce côté artificialisation des sols, puisque ce sont des sols qui sont non seulement artificialisés déjà, qui étaient artificialisés et qui sont pollués, qui sont en cours de dépollution. Donc on n'est pas sur de la consommation de terres agricoles ou de terres cultivables, on est sur la construction en aire urbaine sur des sols urbains. Donc sur le volet écologique, on est bien. Après, sur les gens... ça peut faire le lien sur les gens qui disent « Ok, le foot, ça va bien ». Il faut savoir qu'une arena de 40 000 places avec un toit couvert, comme on peut avoir à Lille ou à Lyon, ça permet le sport, mais ça permet aussi d'accueillir des très grands événements, de positionner Rennes sur la carte des très très grands événements. Ça peut être quel type? Des tournées internationales d'artistes top niveau. Donc du concert, de la musique. Du concert, de la musique, des grands spectacles
qui aujourd'hui, Rennes n'existe pas. Enfin, on est une ville qui, sur la carte des grands spectacles, vous avez Lille, vous avez Nice, vous avez Lyon, évidemment on a Paris, mais Rennes n'existe pas. Un équipement comme ça positionnerait Rennes sur la carte des grands événements. Et là aussi, ça fait le lien entre équipement sportif, événements culturels, mais aussi économie. Parce que quand vous avez 40 000 personnes qui viennent voir, The Weeknd ou Coldplay, c'est 40 000 personnes qui arrivent à Rennes. Hein. C'est pas les Rennais qui vont voir. C'est pas 40 000 Rennais qui vont au concert. C'est les gens de toute la région qui vont venir. Je suis bien placé pour le savoir. Hein. Quand on part dans une autre ville pour voir un artiste, on s'arrête, on dort dans la ville, on consomme dans la ville et on découvre la ville. Et quand vous dites qu'avec l'ancien stade, donc vous pouvez le réutiliser pour d'autres clubs de sport qui, eux, accéderaient à un stade plus important, de meilleure qualité, c'est ça, Soutenu par la ville. Soutenu par la ville. Bien sûr. Le club de rugby ou le club féminin. Ça peut être le club féminin du Stade Rennais, mais ça peut être aussi le Stade Rennais rugby filles qui performe aussi beaucoup. Ouais. Donc ça créerait un appel d'air pour d'autres équipes en fait. Exactement. Et les logements, c'est quoi exactement quand vous dites logements dans le stade, enfin j'ai pas compris exactement. Qu'est-ce que c'est ça ? Sur tous les stades qui ont été reconfigurés parfois, sur les stades qui ont été reconfigurés, il peut y avoir parfois une tribune qui est condamnée. Et dans cette tribune, en fait, on fait du logement. C'est-à-dire qu'on adosse du logement à un stade. Et dans le cas du Roison Park, ça serait où ? Alors, dans l'idée, après, on est en pré-projet. Hein, mais ce qui serait intelligent, c'est de le faire le long de la Vilaine. D'accord. Parce que vous auriez d'un côté des tribunes, et puis des logements face à la Vilaine. Des logements face à la nature, face à la Vilaine, et on retrouve la notion de respiration. Là, on a parlé du sport et vous m'avez dit que vous alliez aussi relancer la culture. Là aussi, quelles vont être les mesures pour relancer la culture à Rennes, sachant que Rennes est quand même connue, moi je trouve, personnellement, comme une ville où il y a des concerts, il y a des festivals de cinéma aussi qui existent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour relancer ? À relancer aussi la culture populaire. Quasiment tout ce qui existe aujourd'hui à Rennes a été créé dans la même période. Hein. Souvent, on a des totems comme ça, transmusicales. Donc, parfait, j'étais le premier, jeune à aller au transmusical. Hein. Je me souviens encore de l'édition de 96 où j'avais pris une claque aux Libertés en allant voir Nada Surf et Kula Shaker, que j'écoute toujours 30 ans après. Mais ça, c'est bien les trans. Mais aujourd'hui, il faut aussi développer la culture populaire. On manque beaucoup de culture populaire à Rennes. On est souvent dans des cultures un peu élitistes, de l'entre-soi. Alors, ça serait quoi la culture populaire ? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais président de l'association des commerçants, il y a une radio nationale, jeune, première radio nationale, qui est venue me voir en disant voilà, nous on fait des tours. Alors, Énergie, pour ne pas la citer, est venue me voir en me disant voilà, on va faire un Énergie Music Tour et on a une étape à Angers, à Caen, et puis on voudrait en faire un à Rennes. Ils étaient venus me voir parce que président de l'association des commerçants, ils recherchent toujours des manifestations pour faire vivre le commerce. Et une grande manifestation culturelle comme ça amène 50 000, 60 000 personnes dans la ville, c'est forcément bon pour le commerce. Ils m'ont présenté leur dossier en disant on amène tout, on amène les artistes, on amène la scène, on amène tout, la ville s'occupe de la sécurité et des barrières. Et j'ai présenté ça à la ville, et ils m'ont dit qu'est-ce qu'on va faire, c'est un truc de beauf. Voilà, c'est les mots. Ils ont dit ça concrètement. Ça n'a même pas été étudié. C'est un truc de beauf. Ouais, ça n'a même pas été étudié. Moi, j'appelle pas ça beauf, j'appelle populaire. Dans tous les artistes qui auraient été proposés, vraisemblablement, moi, à titre perso, il n'y en a quasiment aucun que j'aurais été voir au concert de moi-même. Ouais. Mais si ça peut faire plaisir à une partie de la population. Si ça peut faire plaisir à 60 000 personnes, à refaire redécouvrir Rennes à des gens qui ne sont pas venus à Rennes depuis longtemps, réamorcer la pompe, comme on dit en économie, et bien c'était très bien, et c'était populaire. Voilà ce que j'appelle, comme le théâtre classique, on n'en a quasiment pas à Rennes. Il y a des demandes comme ça, les gens partent ailleurs. C'est diversifier un peu le type de culture. C'est parler à tous. C'est la culture pour tout le monde. Et pas pour certains initiés qui ont des abonnements. Voilà, déjà ça. Et puis, relancer aussi dans l'ambition les grands équipements. En 2020, le Zénith qui était prévu par Rennes et Rennes Métropole a été abandonné. Donc aujourd'hui, on n'a pas de Zénith à Rennes. Il n'y a pas de Zénith en Bretagne. Rennes n'est pas sur la carte des Zéniths. Pourquoi ils ont abandonné ça ? Parce que les écologistes ne voulaient pas de Zénith. Et que c'était dans le panier de la mariée, de la fusion. C'est juste politique, encore une fois. Je propose qu'on revienne sur ce projet-là et qu'on crée un Zénith à Rennes pour inscrire Rennes
dans la carte des grands concerts, des tournées Zénith. Donc pas les méga concerts, mais aujourd'hui... c'est combien de places un Zénith? Ça peut monter à 15 000 places. Donc ça serait un autre endroit quelque part? C'est un autre endroit, mais il y avait un endroit qui était réservé en face du Parc Expo, hein. C'était prévu, il devait être là. Voilà, on peut avoir un Zénith à Rennes. Et aujourd'hui, quand vous avez un artiste comme Lenny Kravitz, il vient à Caen, il saute Rennes, et puis il arrive à Nantes. Mais il passe pas à Rennes. Orelsan a annoncé la tournée. Il n'y a pas la taille correspondant à ce genre d'artiste. Ils ont besoin d'une taille, d'une jauge, d'installation, d'équipement. Quand vous allez à Nantes, voilà, le Zénith de Nantes, c'est un équipement qui est super. Vous y arrivez, vous venez de l'extérieur, vous vous garez, il y a la passerelle, on peut venir à pied. Enfin, c'est bien étudié, hein, c'est un bel équipement. Très bien, merci. J'ai une dernière question à vous poser quand même, qui concerne un peu toutes les relances que vous voulez faire, ou toutes les idées. C'est comment vous allez financer ça? Quelles sont vos pistes de financement est-ce que les impôts vont augmenter? Comment vous allez faire au niveau de votre budget pour financer tous ces projets quand même qui sont là? Alors malheureusement, les impôts, ils ont déjà augmenté à Rennes, ils ont augmenté fortement. Plusieurs taxes ont augmenté, donc il faut arrêter d'augmenter les impôts. Le budget d'une ville, il est contraint. Ça, il faut bien que les gens le comprennent. On peut pas gagner beaucoup plus, enfin bon, c'est en faisant venir des entreprises, mais le budget, il est relativement contraint. Donc la première source de financement, c'est une gestion rigoureuse, c'est les économies. Et aujourd'hui, on n'a pas une gestion rigoureuse. Aujourd'hui, c'est des dizaines de millions d'euros qui sont brûlés tous les ans. Gaspillage. Gaspillés. Je vais prendre deux exemples que les Rennaises et les Rennais connaissent, ou pas d'ailleurs. On construit un nouvel incinérateur. Là. Est-ce que le projet est mal étudié, mal conçu? Mal étudié, mal conçu, mal... Est-ce que c'est la faute de la mairie, ça? Vous savez, dans l'entreprise, c'est toujours la faute du chef. Donc, à un moment donné, il y a des choix politiques qui ont été faits, qui ont amené à ce fiasco financier, écologique et industriel. C'est un dossier extrêmement complexe. Mais le résultat, c'est 150 millions d'euros de brûlés. Vous avez le dossier du parking Vilaine. Personne ne le demande. Il n'y a pas un Rennais qui a dit on veut la destruction du parking Vilaine. C'est un dossier qui va, plus l'aménagement des quais, c'est un dossier qui va coûter 30 millions. Je vous ai parlé tout à l'heure de rénovation des équipements sportifs. Je veux dire, avec l'argent qui a été dépensé là, on rénovait tous les équipements sportifs. Donc, c'est déjà une gestion rigoureuse. Et puis, c'est une gestion bon père de famille. Aujourd'hui, la ville, elle fait des prêts, parce que tout notre investissement est financé par l'emprunt. Aujourd'hui, la ville, elle fait des prêts. Eh bien, elle ne fait pas des prêts au moins 10 ans. Il faut que les Rennaises et les Rennais le sachent. Parfois, on fait des prêts, la ville fait des prêts à des banques associatives militantes. Et on a des taux supérieurs à ce que vont proposer nos banques partenaires. Et quand moi, j'interroge la majorité au conseil municipal, et je lui dis, mais attendez, là, on va payer 70 000, 100 000, 120 000 euros en plus. D'intérêt, quoi. Voilà. Et je lui dis, mais c'est quoi la raison? Et c'est une raison militante. Et la maire me répond, oui, c'est militant. Bah, moi, je veux pas qu'avec l'argent des Rennaises et des Rennais, on soit militant. Donc déjà, une rigueur énorme, un accueil de société, augmenter justement les contributions des sociétés parce qu'on en aura plus. Oui, ça c'est une source de financement. Et ça c'est une source de financement énorme. Donc économie, éviter les gaspillages, faire venir des entreprises. Voilà. Et puis l'ensemble du programme va être entièrement chiffré et financé parce qu'effectivement, il y a une grosse attente des Rennaises et des Rennais et quand on gagnera, il faudra être à la hauteur de leurs attentes, c'est-à-dire qu'il va falloir faire ce qu'on dit, donc il faut pouvoir le réaliser financièrement. Bien, merci Charles, merci pour ces réponses, d'avoir accepté déjà cette interview. Moi j'espère que ça rendra service à des gens qui veulent vous connaître davantage. Moi j'ai appris plus de choses sur vous, sur qui vous êtes, sur vos idées, comment vous voulez mettre en place à Rennes quand vous serez maire. Et donc je vous remercie pour ce temps que vous avez pris. Merci aussi de me permettre de prendre ce temps parce qu'à l'heure des tweets, de la punchline assassine, faut faire vite, faut être immédiat, faut répondre tout de suite, faut être le premier à faire la photo, à tweeter. C'est vraiment un exercice qui est agréable de pouvoir prendre le temps d'expliquer, de revenir. J'espère que ça sera aussi plaisant pour les gens qui regardent là, ce temps-là, mais c'est agréable de prendre le temps parce que on est dans un monde complexe, les sujets sont complexes, être maire, c'est compliqué.
Et c'est bien de pouvoir effectivement prendre le temps de dire d'où on vient, qui on est, pourquoi on s'engage et ce qu'on veut faire. Et je crois que c'est ce qu'on a fait là ensemble. Merci. Merci.